Bonsoir à tous, je suis heureux de vous accueillir pour cette session LLC, donc une session éducationnelle avec le docteur Quinquenel et le professeur Yesbart qui nous rejoindra un peu plus tard dans la soirée. Et donc, avant de commencer, je voulais vous rappeler que il y a une chaîne YouTube de l'AIH où il y a les enregistrements des différents webinaires de l'AIH. Vous pouvez également aller sur le site de l'AIH pour avoir les infos pour les prochains webinaires et également l'accès aux différents cours. Et bientôt, vous recevrez dans la newsletter de l'AIH des propositions pour les futurs cours de DES qui vont, info toutes nouvelles, en partie être faits en webinaire. On va essayer de garder une partie des cours de DES en présentiel, mais il y aura également une partie webinaire pour compléter notre formation. Et donc, on va commencer le webinaire de ce soir sur la LLC avec un premier topo par le docteur Quinquenel avec le bilan préthérapeutique, la première ligne et la prise en charge d'une partie des complications. Et avant de lancer le topo, nous allons faire un petit sondage que je vais vous lancer tout de suite, qui est: est-ce qu'il reste une place pour l'immunochimiothérapie dans la LLC en 2020? On vous laisse une minute pour répondre. Oui, non. Après, on commencera le topo du docteur Quinquenel. Encore 15 secondes. Et c'est fini. Et alors, je suis assez étonné de la réponse parce que 100% ont répondu oui. Il reste une place pour l'immunochimiothérapie dans la LLC. Donc, on va laisser le docteur Quinquenel nous parler de tout cela. Je lui laisse la main. Et voilà. C'est bon, vous pouvez y aller. Alors, est-ce que c'est mon écran là? Rien n'est affiché pour l'instant. Non, Oui, j'ai pas eu le truc pour me demander de prendre la main par rapport à tout à l'heure. d'accord. Je relance. Pas de souci. Ok, c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Ouais, on voit le topo. C'est bon. Super. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue donc pour ce webinaire. Moi, je suis le docteur Quinquenel et je travaille à Reims. On nous a demandé un gros programme en peu de temps. Et j'ai quand même beaucoup de choses dont il faut que je vous parle, puisque j'ai le bilan préthérapeutique, la première ligne et les complications, ce qui fait que je ne vais pouvoir finalement que vous donner les grands principes, et c'est peut-être pas plus mal. Je vous ai référencé les essais qui me semblent importants, et après on pourra discuter éventuellement de questions si vous en avez. Alors, la première partie. Ah. Donc, j'ai divisé le topo en 3 parties, et la première partie, c'est quel bilan préthérapeutique réalisé. Donc, plusieurs questions dans cette partie. Déjà, quelle est la différence entre un facteur pronostic et un facteur prédictif? Donc ça, je pense que c'est important à savoir. Et puis, parmi la cascade de tous les facteurs dont on dispose, quels sont ceux qui sont vraiment importants à faire en pratique avant de décider d'un traitement de première ligne pour un patient qui attend de LLC? Donc, la différence entre les facteurs pronostiques et les facteurs prédictifs, c'est finalement assez simple. Les facteurs pronostiques, c'est ceux qui vont être capables de vous donner une information sur l'évolution de la maladie chez un malade non traité. C'est-à-dire que quand vous avez au diagnostic ou avant traitement un facteur pronostique, vous pouvez dire que le patient va probablement avoir une évolution favorable ou défavorable, vivre plus ou moins longtemps, mais ça ne permet pas de guider le traitement. Et parmi tous ces facteurs pronostiques, finalement, il y en a une petite partie qui vont devenir prédictifs, et ça permettra de définir un sous-groupe de patients qui pourra répondre à un traitement et qui pourra guider les choix thérapeutiques. Donc, si on a besoin de décider un traitement, c'est plutôt sur les facteurs prédictifs qu'il faut se reposer.
Alors, les facteurs pronostiques et prédictifs dans la LLC, il y en a beaucoup qui sont plus ou moins anciens. Vous avez ici sur ce schéma les facteurs qui vont du plus simple au plus compliqué, avec au départ les facteurs pronostiques qui étaient cliniques. Ça part avec le stade de Binet en Europe et plutôt la classification de Rail aux États-Unis. Et puis on a eu les marqueurs protéiques, les marqueurs de surface, les marqueurs sériques. Ensuite, les anomalies génétiques, donc les anomalies principalement chromosomiques, les mutations de driver. On pourrait aussi mettre dans ce groupe les statuts mutationnels. Ensuite, des altérations transcriptomiques et encore plus récemment des altérations épigénétiques. Ce qu'il est absolument important de savoir, c'est que on a dans la LLC défini beaucoup de facteurs pronostiques et même des facteurs prédictifs, et on les connaissait très bien, mais on les connaissait très bien au moment où on faisait de l'immunochimiothérapie. Et là, on avait défini un certain nombre de facteurs qui clairement étaient à la fois pronostiques et prédictifs. Et par exemple, les plus connus, on a le statut mutationnel IGHV qui est à la fois pronostique et prédictif sous immunochimiothérapie, la délétion 17P, la mutation TP53, les karyotypes complexes, etc. Et vous voyez sur la colonne de gauche que finalement, il y a beaucoup de facteurs pronostiques qu'on peut avoir au diagnostic, mais qui ne sont pas forcément prédictifs sur la réponse. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est sous thérapie ciblée? Donc, l'ibrutinib, pour information, en pratique en France, a commencé à être utilisé sous forme d'ATU d'abord à partir de 2014. Donc, c'est vraiment à partir de 2014-2015 que les choses ont commencé à bouger un petit peu. Alors, si on parle des facteurs prédictifs sous thérapie ciblée, clairement, le statut mutationnel IGHV n'est plus un facteur prédictif, c'est-à-dire que les patients sous thérapie ciblée ont une réponse qui est qualifiée comme identique, qu'ils soient mutés ou non mutés sur le plan des IGHV. Les anomalies TP53, elles sont toujours prédictives. Au départ, avec les thérapies ciblées, on avait des résultats, on a toujours d'ailleurs des résultats qui sont vraiment très bons chez des patients qui ont des anomalies de TP53 par rapport à l'immunochimiothérapie. Et donc, les premiers résultats disaient que finalement, les anomalies de TP53 n'étaient plus prédictives de la réponse. Et avec plus de recul, parce qu'il faut forcément beaucoup de recul pour définir des facteurs prédictifs, si les patients qui ont une anomalie de TP53 font beaucoup mieux qu'avant, on a l'impression quand même, et on en est maintenant convaincu, que les résultats sont quand même moins bons, même avec des thérapies ciblées, que chez les patients qui n'ont pas d'anomalie de TP53. Et enfin, le troisième facteur prédictif qui reste, alors qui est assez débattu, c'est le karyotype. Alors, le karyotype qu'on peut décrire comme complexe s'il y a plus de 3 anomalies, ou qu'on décrit même maintenant comme hyper complexe si les patients ont plus de 5 anomalies. Ces facteurs, ce karyotype complexe est prédictif sous ibrutinib et plus débattu sous venetoclax, mais d'autres questions qui se posent, c'est que les patients qui ont un karyotype complexe, dans la plupart des cas, ont également une anomalie de TP53. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce karyotype complexe est vraiment prédictif du fait des anomalies chromosomiques ou du fait de cette instabilité génétique et pour laquelle on retrouve beaucoup de... pardon, j'avais un écho. Donc voilà, pardon, le karyotype complexe. Donc le karyotype complexe prédictif sous ibrutinib, oui, plus débattu sous venetoclax. Et la question est de savoir s'il est prédictif à cause de la présence d'anomalies TP53 qui lui sont clairement associées. Donc, on a face à nous tout un nombre de facteurs prédictifs qu'on avait sous immunochimiothérapie, qu'on a pour certains sous thérapie ciblée. Et finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Et le groupe Philo LLC a présenté et va publier prochainement, c'est en cours de révision avant publication, des recommandations qui sont à la fois sur le traitement et le diagnostic et le bilan préthérapeutique. Donc, ce qui est recommandé, c'est sur le plan des facteurs pronostiques et prédictifs, le karyotype qui est recommandé parce que quand on a un karyotype complexe, même en première ligne, on sait que ce sera probablement prédictif. Alors, on parle aussi de fiches. Alors, les fiches, classiquement, on fait 4 sondes, donc la délétion 11Q, la délétion 13Q, la trisomie 12 et la délétion 17P. La délétion 13Q et la trisomie 12, je ne suis pas sûre qu'elles soient vraiment indispensables et il y a beaucoup de centres parmi le mien où on ne fait que la délétion 11Q et la délétion 17P. Le statut mutationnel IGHV indispensable avant le choix d'un traitement. La recherche d'une mutation TP53 indispensable aussi, plutôt par NGS parce que ça permet de détecter des petits clones
alors que par Sanger, on a des clones plus importants seulement qui sont détectés. Et même si c'est encore débattu, le groupe Philo recommande de faire la recherche des mutations TP53 par NGS. Alors, on a certains gènes qui sont recherchés, des anomalies dans des NGS ciblés. Alors, les centres qui le font ont des panels souvent un peu différents. Vous avez pu en entendre parler, c'est les anomalies de Notch, SF3B1, BIR, ATM. Et il y a sûrement des centres où vous les avez quand vous choisissez un traitement un traitement pour un patient qui a une LLC. Nous, on les fait parce qu'en fait, on a un NGS qui est à la fois un panel qui fait TP53 et qui fait les autres gènes, mais clairement, c'est pas obligatoire et c'est pas recommandé. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un NGS ciblé, hormis la recherche des mutations TP53, pour choisir le traitement de votre patient. Et enfin, on recommande volontiers en France, même si c'est un peu discordant avec d'autres recommandations internationales, de faire un scanner thoraco-abdominopelvien avant l'initiation du traitement et de le répéter à la fin du traitement. Si on passe à la deuxième question qui est quel traitement de première ligne, alors la première question qu'on peut se poser, c'est quels sont les critères d'initiation de traitement, quelles sont les indications. Et il y a à peu près 90% des patients au diagnostic qui ont une LLC asymptomatique. Et chez ces patients-là, il n'y a pas d'indication de traitement. Régulièrement, il y a des essais qui ont été faits pour essayer de mettre en évidence une indication à traiter plus précocement. Par exemple, il y a eu un essai qui faisait abstention contre chlorambucil. Plus récemment, il y a eu un essai franco-allemand qui proposait un traitement précoce par FCR chez des patients qui n'avaient pas de critères de traitement. Et tous ces essais-là, effectivement, la survie sans progression est forcément meilleure dans le bras qui a été traité, mais c'est pas pertinent. Mais ça n'a pas de gain sur la survie globale. Donc, on reste vraiment sur un dogme qui est qu'il n'y a pas d'indication à traiter une LLC asymptomatique. Et les critères de traitement sont bien définis selon les recommandations du WCLL, que je ne vais pas vous détailler maintenant, mais si on fait les choses de façon résumée, on traite les stades A et les stades B de la classification de Binet qui sont dits progressifs. Alors, progressif, ça veut dire d'avoir quand même des adénopathies d'un certain volume, parce qu'on peut tout à fait avoir des petites adénopathies centimétriques cervicales, axillaires et inguinales. Dans ces cas-là, c'est un stade B, mais on peut tout à fait rester avec un stade B sans avoir besoin d'un traitement. Les stades C de la classification de Binet nécessitent de principe un traitement, mais il y a quand même des petites nuances, sachant que les stades C de Binet, c'est soit les patients sont anémiques avec moins de 100 grammes par litre d'hémoglobine, ou soit des plaquettes inférieures à 100 gigas par litre. Et attention dans la LLC, de bien quand même se poser la question systématiquement de l'étiologie de l'anémie. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, par exemple, une anémie hémolytique auto-immune? Est-ce que l'anémie est liée à une insuffisance médulaire? Ou est-ce que l'anémie est liée à une autre cause? Ça arrive quand même régulièrement que les patients avec une LLC aient une carence martiale. Et c'est dommage de traiter une LLC pour une carence martiale. Enfin, les petits stades C, ce qu'on appelle les petits stades C, c'est qu'il y a des patients que vous allez avoir au diagnostic, ils vont avoir 80, 90 000 plaquettes et en dehors de ça, ils seront complètement asymptomatiques. L'avantage de la LLC, c'est qu'il y a quand même souvent le temps de décider du traitement à mettre en route. Et ces patients-là, vous pouvez les suivre un petit peu. Et si la thrombopénie reste à 80, 90 gigas par litre de façon stable et que ça pose pas de problème, eh ben, il n'y a pas d'indication à commencer un traitement. Avant de parler vraiment des facteurs décisionnels et de quel traitement on va faire, je pense que c'est important de connaître un minimum les résultats et les données de l'immunochimiothérapie, en tout cas des 3 grands régiments les plus utilisés en immunochimiothérapie. Le premier, c'est le FCR, c'est celui qui, jusqu'à l'ère des thérapies ciblées, était proposé en première ligne en l'absence de TP53, d'anomalie de TP53, pardon, chez tous les patients qui étaient éligibles au FCR. Et ça découle d'un essai qui est un essai allemand qui est le CLL8 qui avait été publié en 2010 dans Lancet, qui comparait le FCR au FC et qui avait montré, et c'était assez nouveau dans la LLC puisque c'est une évolution relativement lente, un gain de survie dans le bras FCR. Et à retenir, il y avait une médiane de survie sans progression de 51,8 mois dans le bras FCR. Deuxième immunochimiothérapie, c'est l'association bendamustine plus rituximab qui a été testée dans plusieurs essais. Donc, le premier essai, c'est le CLL10, toujours du groupe allemand, qui comparait FCR versus BR, puisqu'il y avait de très bons résultats avec BR. Et la question, c'était de savoir si BR pouvait être
non inférieure au FCR chez des patients en première ligne éligibles au FCR. Et finalement, cette étude n'a pas atteint son objectif puisque la non-infériorité n'a pas été montrée et le FCR faisait mieux que le BR avec une médiane de survie sans progression de 55,2 mois dans le bras FCR versus 41,7 mois dans le bras BR. Alors, si je voulais être plus exact, je dirais que le BR n'a pas montré une efficacité non inférieure au FCR si on reprend les critères de l'étude. Néanmoins, on voit que chez les patients de plus de 65 ans, il y a quand même un excès de toxicité du FCR et il faut faire attention et peut-être le BR peut aussi être une option. Un essai un essai français qui est l'essai Mabel qui a été publié par Anne-Sophie Michalet a également comparé BR à une stratégie qui était une stratégie vraiment classique chez les patients dits unfit, qui était l'association rituximab et chlorambucil. Et par contre, on avait un gain de survie sans progression avec le BR contre le R-chlorambucil avec 39,6 mois contre 29,9 mois. Donc ça, c'est les résultats du BR qui donnent en gros dans les deux études, vous voyez à peu près 40 mois de survie sans progression en première ligne. Et le troisième standard de l'immunochimiothérapie, c'est l'association GA101 ou obinutuzumab et chlorambucil, donc qu'on appelle habituellement GCLB. Et le grand essai qui a permis à cette immunochimiothérapie de devenir un traitement standard, c'est l'essai qui est le CLL11 du groupe allemand qui comparait G-chlorambucil à R-chlorambucil et chlorambucil et qui a montré un gain de survie sans progression initiale, puis un gain de survie globale en faveur du bras GCLB. Donc, si on résume, à l'ère de l'immunochimiothérapie, donc les patients qui n'avaient pas d'anomalie de TP53, s'ils étaient éligibles au FCR, ils avaient du FCR. S'ils n'étaient pas éligibles au FCR, ils avaient du BR ou du G-chlorambucil, sachant que les deux régiments n'ont jamais été comparés de façon frontale et c'est un petit peu difficile de savoir lequel est le meilleur par rapport à l'autre. Et il y avait aussi un effet centre avec des centres comme nous qui faisions beaucoup de BR. Il y a sûrement d'autres centres où il y avait plus de G-chlorambucil. Donc voilà où on était dans tout ça. Et puis les thérapies ciblées sont venues un peu tout remettre en cause. Et donc, qu'est-ce qui influence par ligne parce qu'il n'y avait pas besoin de faire les comptes s'il y avait suffisamment d'argent. Donc, on met en place tout un tas d'outils. Je vais vous demander de participer. Allô? Désolé, oui, allô. Désolé, petit problème technique. Bon oui, c'est bon. Oui, j'ai entendu un truc bizarre. Oui, voilà. Il y avait... C'est bon. C'est bon? Donc, si on en revient aux facteurs qui influencent le choix de traitement de première ligne, maintenant, il faut se préoccuper des anomalies de TP53. Je vous l'ai déjà dit qu'on retrouve chez environ 10% des patients en première ligne, ce qui implique de faire systématiquement une délétion 17P et une recherche d'anomalie TP53 de préférence en NGS. Même si le patient n'a pas de délétion 17P, c'est important de rechercher une anomalie TP53 puisqu'il y a environ la moitié des patients qui ont une anomalie TP53 qui n'a pas de mutation D7P. Donc, c'est important de faire les deux. Si on n'a pas de mutation TP53, deuxième question, c'est est-ce que le patient est éligible à un traitement par FCR? Et dans ces cas-là, ça se définit par un score CIRS qui permet de calculer les comorbidités inférieures à 6. Alors ça, c'est surtout dans les essais. En pratique, je suis pas sûre qu'on le calcule réellement tous en pratique courante, mais c'est est-ce que le patient est dit FIT? Et deuxième question, c'est qu'à moins le débit de filtration glomérulaire et qu'on qualifie habituellement de supérieur à 60 ml par minute pour que le patient soit éligible au FCR. Donc ça, c'est assez classique. Et ce qui est assez nouveau, c'est qu'on demande maintenant d'avoir systématiquement pour les patients le statut mutationnel IGHV. Donc on dit que le patient est non muté si la séquence étudiée est identique à plus de 98% de la séquence de référence et muté si l'homologie est inférieure à 98%. Donc, c'est ces trois facteurs qui vont nous permettre de choisir le traitement. Et donc, j'en viens à l'algorithme de traitement de première ligne du philo. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut bien comprendre. Deux choses importantes, c'est que d'un côté, il y a ce qu'on aimerait faire et il y a aussi les autorités de santé. C'est-à-dire qu'en France, il y a deux étapes. Il y a l'obtention d'une AMM et après, il y a l'obtention d'un remboursement. Et vous allez voir qu'il y a plein de schémas avec une petite astérix pour lesquels les choses ne sont pas encore remboursées dans l'immédiat malgré l'obtention d'une AMM. Deuxième chose à voir, c'est qu'on va comparer ensuite beaucoup de résultats chez les patients IGHV mutés et IGHV non mutés.
et on en tire des conclusions qui sont parfois peut-être un peu excessives, puisque on fait un essai pour voir un bénéfice de survie sans progression, et après on va faire des analyses de sous-groupes chez des patients mutés ou non mutés, et on se rend compte que ces analyses de sous-groupes, elles sont faites alors que l'étude n'a pas forcément été dessinée pour ça, et que donc peut-être n'a pas la puissance pour répondre à la question. Donc ça reste à prendre quand même avec un tout petit peu de recul. Donc si on s'adresse aux patients en première ligne qui n'ont pas d'anomalie de TP53, première question, est-ce qu'ils sont éligibles à la fludarabine? Et vous voyez que finalement, qu'ils soient mutés ou non mutés, le statut, enfin le résultat de traitement ne change pas forcément puisqu'on va proposer du FCR en première ligne, sachant que c'est indiscutable chez les patients mutés. Je vais vous montrer pourquoi. Ça peut se discuter chez les patients IGHV non mutés, et par exemple aux États-Unis, c'est ibrutinib pour tout le monde en première ligne maintenant. Alors, pourquoi est-ce que le FCR se défend particulièrement chez les patients qui ont un statut IGHV muté? C'est parce que chez ces patients-là, le résultat du FCR est très bon, et en fait, vous avez à gauche l'actualisation à long terme du CLL8 avec vous avez ce qu'on voit qui est une espèce de plateau en fait, ce qui veut dire qu'il y a une certaine proportion de patients, environ 50% des patients, qui sont traités par du FCR avec IGH muté et qui vont avoir une survie sans progression très longue. Vous avez ici à droite un suivi à très long terme de la cohorte du MD Anderson sur 300 patients et sur 200 patients, pardon. Et c'est des patients où on a plus de 12 ans de recul, et vous voyez qu'avec ces 12 ans de recul, il y a à peu près 50% des patients qui n'ont pas rechuté. Ce qui veut dire que chez les patients qui ont un statut IGHV muté et qui sont éligibles au FCR, qui n'ont pas d'anomalie TP53 bien sûr, le FCR, ça reste quand même un traitement de référence et qui donne des résultats très bons à long terme. Vous voyez également sur la courbe que chez les patients non mutés, c'est quand même moins bon. Alors, pourquoi est-ce que ensuite le FCR a été comparé dans une étude qui s'appelle l'étude ECOG 1912 qui a été publiée dans le New England l'année dernière? Donc le FCR qui était standard chez les patients éligibles au FCR a été comparé à une bithérapie ibrutinib et rituximab. Alors pourquoi ibrutinib et rituximab? C'est parce qu'au moment où l'étude a été designée, on n'avait pas vraiment notion que de faire du rituximab n'apportait pas grand-chose à l'ibrutinib, mais ça a été bien démontré depuis, donc c'est clair que le rituximab n'apporte pas grand-chose à l'ibrutinib. Qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? C'est que si on prend l'ensemble de la cohorte, l'ibrutinib et le rituximab font mieux que le FCR en première ligne. Et ce qui a créé quelques remous dans la communauté de la LLC, c'est que il y avait même un gain de survie en première ligne en faveur du FCR, en faveur, pardon, du R-ibrutinib, ce qui a fait dire aux Américains qu'il fallait faire maintenant de l'ibrutinib pour tout le monde. Alors, si on s'intéresse aux analyses de sous-groupes, donc encore une fois, ce ne sont que des analyses de sous-groupes, donc quand même à prendre avec un peu de recul, on voit néanmoins que le FCR fait aussi bien chez les patients avec statut mutationnel IGHV muté, ce qui n'est pas le cas des patients non mutés. Donc, pas d'avantage dans cette étude de survie sans progression chez les patients IGHV mutés. Alors, à ce jour, le groupe philo recommande encore de faire du FCR même chez les patients IGHV non mutés parce que les résultats ne sont pas non plus catastrophiques chez ces patients-là et également parce que l'ibrutinib n'est pas remboursé dans cette indication. Après, les choses seront probablement remises en cause si l'ibrutinib obtient un remboursement. Donc, deuxième catégorie, c'est chez les patients non éligibles à la fludarabine et pour lesquels, je vous avais dit, on a deux traitements de référence, le GCLB ou le BR. Alors là, les choses diffèrent selon le statut mutationnel IGHV, puisque même quand on n'utilise pas de FCR, l'immunochimiothérapie fait relativement bien chez les patients avec statut IGHV muté, alors que chez les patients non mutés, une immunochimiothérapie par GCLB ou BR, ça donne quand même des résultats qui ne sont pas très bons. Et c'est la raison pour laquelle, même si on a une AMM mais que ce n'est pas encore remboursé, le groupe philo recommande de faire prioritairement un traitement chémo-free. Alors, sur quelles données? Donc ça, c'est les données de l'étude Resonate 2 qui avait utilisé l'ibrutinib en première ligne chez les patients de plus de 65 ans. Alors, cette étude est très critiquable puisque le bras comparateur était le chlorambucil. Donc, c'est une raison pour laquelle beaucoup de centres français n'ont pas participé parce qu'on jugeait que c'était une perte de chance.
pardon, que c'était une perte de chance. Donc, les critères d'inclusion, c'était 65 ans sans délétion de 17P, mais il y avait quand même une proportion de patients qui avaient une anomalie de TP53, et donc on a une survie sans progression à 5 ans qui est de 70%, qui est excellent. Je ne commente même pas le brachlorambicil, et je ne commente pas non plus le gain de survie global, puisqu'il n'est pas pertinent, puisque le comparateur n'est pas bon. Mais néanmoins, ça donne des résultats excellents chez des patients en première ligne de plus de 65 ans. Alors, ensuite, l'ibrutinib a été comparé avec ou sans anti-CD20 aux traitements dits de référence que sont le BR ou le G-chloraminofène. Et donc, cette étude du groupe Alliance, qui a été également publiée dans New England l'année dernière, patients supérieurs à 65 ans, donc vous voyez que c'est des patients, pour certains, qui seraient très probablement éligibles au FCR, puisque seul le critère d'âge était pris en compte. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y avait deux bras, ibrutinib, rituximab et ibrutinib. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'ajout de rituximab n'apporte rien à l'ibrutinib, mais ça fait mieux en première ligne qu'un traitement par bendamustine et rituximab. Encore une fois, si on s'intéresse aux populations, aux sous-populations, il n'y a en revanche pas de bénéfice de survie sans progression chez les patients avec statut IGHV muté. Encore une fois, analyse de sous-groupe. Deuxième essai qui compare l'ibrutinib à un traitement de référence, c'est l'étude Illuminate qui compare ibrutinib avec du GA101 à un traitement par GA101 chlorambucil. Donc là, les critères d'inclusion étaient un peu bizarres. Il fallait avoir soit plus de 65 ans, soit un risque défavorable. Et ce qu'on appelait risque défavorable, ici, c'était soit un CIRS supérieur à 6, soit une DFG inférieure à 70 ml/min, soit une anomalie de TP53. Donc, ça fait des critères d'inclusion un peu brouillon, mais quand même d'une population relativement, on pourrait qualifier de unfit. Et effectivement, l'ibrutinib avec l'obinutuzumab, c'est mieux que le chlorambucil plus l'obinutuzumab. C'est évident chez les mutés sur une analyse de sous-groupe, surtout avec un recul de 41 mois. C'est moins évident chez les patients avec statut IGHV muté. Alors, pour information, l'ibrutinib plus G en France, ça vient de sortir, ne sera pas remboursé. La commission de transparence n'a pas donné son accord, donc c'est une association dont on ne sait pas clairement si ibrutinib plus G, ça fait mieux que ibrutinib. En tout cas, ce ne sera pas remboursé. Autre comparaison, cette fois-ci, on arrête l'ibrutinib et on a un essai qui s'appelle l'essai CLL12 du groupe allemand, qui a comparé cette fois-ci venetoclax en association avec le GA101, donc venetoclax inhibiteur de BCL2, toujours au traitement de référence, qui est le traitement par G-chlorambucil. Et là, ce qui est un peu différent, c'est que bon, on a des critères en tout cas d'inclusion qui sont les critères habituels d'inéligibilité à la fludarabine, puisque c'est un CIRS supérieur à 6 ou un DFG inférieur à 70 ml/min. Et ce qui est différent par rapport à l'ibrutinib et qui peut être intéressant, c'est que l'ibrutinib, quand on commence, on l'utilise à ce jour jusqu'à progression, alors que dans cette étude-là, c'était 6 perfusions de GA101 et 1 an de venetoclax, donc un traitement à durée fixe. Donc ça, c'est un des points forts de cette étude. Et vous voyez également une amélioration de la survie sans progression nette dans le bras venetoclax plus obinutuzumab par rapport à GCLB. Ce qui est intéressant avec le venetoclax, c'est que ça permet, dans un nombre de cas relativement intéressant, c'est tout ce qui est en jaune sur la courbe de droite, d'obtenir un taux de maladie résiduelle indétectable. Et ça peut donner donc des survies sans progression prolongées, même après l'arrêt du traitement. Donc un traitement à durée fixe d'1 an. Donc, si j'en reviens à mon traitement de première ligne, donc dans le statut, chez les patients non éligibles à la fludarabine, l'immunochimiothérapie se défend chez les patients avec un statut IGHV muté. En revanche, chez les patients avec un statut IGHV non muté, on préférera quand même un traitement chémo-free, donc soit de l'ibrutinib, soit G-venetoclax, sachant que ces deux traitements ne sont pas comparés l'un à l'autre et qu'on ne peut pas vraiment répondre. Sachant également que Loïc va, je pense, vous parler dans la deuxième partie des critères qui peuvent parfois décider un choix entre l'ibrutinib ou le venetoclax. Chez les patients avec une anomalie de TP53, évidemment, pas de chimiothérapie. Donc, le traitement de référence, c'est l'ibrutinib. On peut utiliser le venetoclax, il a une AMM, mais il n'est pas remboursé. Donc, raison pour laquelle, chez les patients avec une anomalie de TP53, c'est l'ibrutinib pour tout le monde en première ligne. Et il peut rester éventuellement une classe très marginale pour l'idéalisib et le rituximab si vraiment on a une contre-indication à la fois à l'ibrutinib et au venetoclax.
Mais voilà, anomalie de TP53 en première ligne, l'ibrutinib. Dernière partie de mon topo, c'est les complications. Alors, j'ai déjà parlé pas mal longtemps, donc je vais juste faire très court. Donc, dans les complications classiques de la LLC, on en distingue particulièrement 3. Il y a le risque infectieux des cytopénies auto-immunes, le syndrome de Richter qui sera fait par Loïc, et on pourrait aussi ajouter le risque de second cancer, mais qu'on ne développera pas. Alors, j'avais quelques diapos et je vais vous proposer de passer assez vite, et puis on pourra en rediscuter après. Donc, concernant le risque infectieux, il y a environ 20% des patients qui ont une hypogammaglobulinémie au diagnostic, et cette hypogammaglobulinémie, elle s'aggrave avec le temps et elle arrive chez 11% des patients, c'est ça, plus 11% des patients à 5 ans et plus 23% des patients à 10 ans. C'est pas en soi une indication de traitement, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Et les patients qui ont la leucémie lymphoïde chronique, c'est une cohorte danoise qui a bien montré ça, ils ont vraiment un risque accru de septicémie et une prévalence plus élevée des septicémies à pneumocoque. Donc, il y a un vrai risque infectieux, notamment chez les germes encapsulés, pour les germes encapsulés chez les patients qui ont la leucémie lymphoïde chronique. Alors, comment ça se traduit en termes de recommandations? Donc, les patients qui ont une hypogamma chronique, ils vont faire des infections bronchopulmonaires à la répétition. Pas tous, hein. Il y a certains patients qui ont 2 grammes de gamma-globulinémie qui ne s'infectent jamais, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Chez les patients qui ont des infections chroniques, il faut faire au moins un scanner thoracique une fois pour rechercher des bronchectasies. La conduite à tenir, la vaccination. Alors, en France, ça passe souvent mal avec les patients. Le pneumocoque, ça passe bien. Le Prévenir 13, puis Pneumovax, l'hémophilus, et il faut les pousser à se faire vacciner contre la grippe. Quelle place pour l'antibioprophylaxie? Alors, chez les patients qui ont des dilatations des bronches et qui ont qui font des infections récidivantes, ça peut valoir le coup de leur proposer de l'azithromycine au long cours. Et dans ces cas-là, on fait 250 mg x 3 par jour. Alors, c'est des choses qui ont été montrées chez les patients avec la DICV, mais il y a assez peu de données sur les hypogamma secondaires. Les immunoglobulines polyvalentes avec des indications de plus en plus restreintes, et il faut quand même raisonner l'antibiothérapie. Je vous dis juste un mot sur l'hypogamma, puisque pour ceux qui l'ont peut-être vu en stage, il y a souvent des pénuries d'immunoglobulines humaines polyvalentes. Et à Reims, par exemple, il y a 2 hivers, on nous demandait pour chaque patient d'essayer de justifier que notre restriction était raisonnée, qu'on négociait, savoir si on ne pouvait pas diminuer de 10 grammes pour chaque patient pour essayer de sauvegarder plus de flacons. Donc bref, c'est quelque chose qui doit être raisonné. Et il y a eu des recommandations 2018 de l'HAS. Donc vous voyez que dans la LLC, on ne peut prescrire une supplémentation en immunoglobuline que chez les patients qui ont un dosage pondéral des IgG inférieur à 4 grammes par litre, associé à des infections à répétition qui ont nécessité une hospitalisation. Et normalement, ça justifierait systématiquement un passage en SCP. Donc, il faut quand même faire attention avec les immunoglobulines polyvalentes et les prescrire de manière raisonnée. Encore une fois, il y a des patients qui sont très hypogammaglobulinémiques, qui ne s'infectent pas. Il faut les vacciner et surtout ne pas leur faire des immunoglobulines polyvalentes, ça ne sert à rien. Et dernière info, faire des immunoglobulines polyvalentes, traiter un patient qui a une hypogamma, c'est pas une indication de traitement, ça ne refera pas remonter le taux des gamma-globulines, bien au contraire. Dernière complication, les manifestations auto-immunes que je vous ai citées ici, et principalement les cytopénies auto-immunes. La physiopathe, je vais vous la passer parce que je suis déjà très en retard, on pourra en reparler après. Et juste pour l'approche thérapeutique, c'est pas de consensus puisque ces patients ils sont pratiquement systématiquement exclus des essais. Donc on vous en parle un peu parce qu'on a beaucoup travaillé sur les cytopénies auto-immunes en France. En première ligne et en urgence, toujours une corticothérapie. Ça peut permettre de contrôler l'hémolyse, mais la réponse est rarement durable. Une question qui s'était posée dans la LLC, c'est est-ce que les traitements peuvent déclencher des anémies hémolytiques, parce qu'il y avait eu des case reports d'anémie hémolytique sous fludarabine notamment, mais si on revient très loin, il y a même des cas de radiothérapie à l'époque où on traitait la LLC avec radiothérapie qui ont déclenché des cas d'anémie hémolytique, et finalement on retrouve des cas d'anémie hémolytique déclenchés par tous les traitements, et donc je pense qu'il faut dire que les cytopénies auto-immunes sous traitement, elles sont habituellement à considérer comme une progression de la maladie et pas comme un effet secondaire d'un traitement. Donc, en première ligne, corticothérapie. En cas d'échec de première ligne ou si la LLC est progressive, c'est-à-dire si vous avez un patient qui, en même temps que sa cytopénie auto-immune, fait une poussée ganglionnaire, vous avez peu de chances de vous en sortir à bon compte et d'avoir un contrôle durable avec
uniquement de la corticothérapie. Et là, il faut faire un traitement spécifique. Alors finalement, le traitement spécifique, il reprend le traitement global de la LLC, il dépend des facteurs pronostiques et des traitements déjà reçus. Alors on a quelques données, dont beaucoup sont françaises, données avec un schéma de type rituximab, cyclophosphamide, dexaméthasone, qui est une combinaison intéressante parce qu'elle est peu médulotoxique. Ça permet d'avoir un contrôle intéressant des cytopénies auto-immunes avec une durée médiane de 24 mois de réponse des cytopénies auto-immunes, sous réserve, je pense, que la LLC ne soit pas clairement fortement progressive en même temps. Des données avec bendamustine rituximab avec une médiane de réponse d'environ 24 mois. Et plus récemment, un travail du groupe Philo qui a été publié dans l'American Journal of Hematology qui remontre que à la fois l'ibrutinib et l'idélalizib sont tout à fait capables dans la grande majorité des cas de contrôler les cytopénies auto-immunes, même si les patients rechutent à l'arrêt, ce qui fait que les réponses sont moins bonnes que l'idélalizib, puisque souvent on l'arrête pour toxicité. Donc c'est quand même des options intéressantes. Dans les choses à retenir, c'est qu'il faut faire attention à l'ibrutinib avec la corticothérapie, puisqu'il y a un risque d'infection fongique associé, donc il faut essayer de limiter au maximum la corticothérapie sous ibrutinib. Et deuxième chose importante, c'est qu'il faut faire attention au risque hémorragique, surtout chez les patients qui ont un PTI et l'interaction de l'ibrutinib avec la fonction plaquettaire. Mais sinon, c'est des traitements qui sont très efficaces pour contrôler des cytopénies auto-immunes. Donc voilà, désolée, je pense que je suis allée très très vite, mais je peux répondre à vos questions. Donc les critères de traitement, pour résumer, les critères de l'IWCLL, les LLC progressives. Les facteurs décisionnels avant le traitement, c'est de savoir si le patient a une anomalie TP53, quel est son statut mutationnel IgHV et est-ce qu'il est éligible à la fludarabine en l'absence d'anomalie TP53. Le traitement de première ligne, je vous l'ai décrit, mais il est amené à évoluer dans les mois qui viennent et il est possible que les indications d'immunochimiothérapie diminuent encore. Alors, pour répondre à votre sondage, je suis d'accord avec vous, particulièrement le FCR et pratiquement chez les patients avec un statut IgHV muté, l'immunochimiothérapie a encore une place. La réponse serait clairement pas la même si on posait la question aux Américains qui mettraient de l'ibrutinib à tout le monde. Mais en France, on croit encore beaucoup au FCR en première ligne, particulièrement chez les patients avec un statut IgHV muté. Et quant aux complications, alors Loïc vous parlera du risque après, mais attention au risque infectieux à ne pas sous-estimer. Il y a des patients de LLC qui meurent de complications infectieuses, même avec une LLC non évolutive. Et les cytopénies auto-immunes, finalement, le message, c'est que quand vous avez un patient qui fait une cytopénie brutale, il faut avant tout y penser. Et voilà, je pense que j'ai fini. Eh ben, merci beaucoup pour ce topo qui était très intéressant, qui était dense, mais je trouve que oui, c'était bah oui, important forcément. Voilà, mais c'était important de le faire et de revoir parce que c'est quelque chose qui, je pense, évolue assez rapidement. Et donc, on a quelques questions. Je vais reprendre la main pour pouvoir vous montrer les différentes questions qui ont été posées. Et alors, je rappelle aux participants qu'à droite du topo, vous avez un onglet avec un onglet questions. Vous pouvez poser, bien sûr, vos questions. Et donc, la première question, c'était est-ce que vous recommandez une prophylaxie par posaconazole pour les patients sous ibrutinib, tout particulièrement chez les patients qui seraient sous corticoïdes, par exemple pour l'anémie hémolytique? Alors non, il n'y a pas de recommandation. La recommandation, c'est vraiment d'arrêter la corticothérapie. Alors, les infections fongiques sous ibrutinib, elles sont un peu particulières parce qu'elles arrivent dans les premiers mois souvent et même chez des patients en première ligne. Et pour continuer cette réponse, l'ibrutinib, il y a un gros problème d'interaction médicamenteuse l'ibrutinib métabolisé par le cytochrome il y a des problèmes d'interaction médicamenteuse qui justifient justement de faire une conciliation médicamenteuse souvent chez des patients qui sont âgés et qui sont polymédicamentés sous ibrutinib afin de vérifier toutes les interactions. Et il y a clairement une interaction entre les azolés et l'ibrutinib et ça veut dire que si un patient sous ibrutinib fait une infection fongique, déjà si elle est grave, il va falloir arrêter l'ibrutinib pour traiter l'infection fongique, mais il va falloir faire attention avec tous les traitements antifongiques aux interactions médicamenteuses qui pourraient entraîner un risque de surdosage en ibrutinib et donc une toxicité plus importante. Ok. Il y a également quelqu'un qui se posait la question de quel est l'intérêt en lui-même du scanner préthérapeutique. Est-ce qu'on va faire une modification thérapeutique par rapport à ça?
Est-ce que s'il y a des ganglions qui persistent sur le scanner de fin de traitement, ça va modifier la prise en charge, la surveillance, etc. Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on a recommandé, mais si on regarde les critères de l'IWCLL, c'est pas recommandé en pratique courante, c'est recommandé dans les essais. Donc, c'est recommandé dans les essais parce que pour évaluer une réponse, il faut absolument avoir un scanner. En France, on a débattu de ça quand on a refait les recommandations et ça a une utilité. Il y a parfois des patients qui ont peu de ganglions en périphérie et qui ont vraiment une forte masse tumorale, principalement, par exemple, des patients avec des délétions osseeuses qui parfois peuvent avoir des petits ganglions en périphérie et des gros ganglions profonds. Et donc, ça peut être intéressant. Ça modifie pas le traitement, mais par exemple aussi quand vous voulez mettre un patient sous vénétoclax, s'il a une masse ganglionnaire extrêmement profonde, enfin extrêmement importante, il faudra se méfier encore davantage du syndrome de lisse tumorale. Donc c'est vrai qu'on l'a recommandé dans les guidelines du philo. C'est pas recommandé systématiquement par l'IWCLL. Mais alors, il y a d'autres questions, c'est ça? Oui, tout à fait. Et il y a quelqu'un qui se posait la question sur le mécanisme de l'hypogamma dans la LLC. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Bah, en fait, le fait d'avoir une LLC, ça crée tout un environnement immunomodulateur qui va en fait entraîner une diminution de la réponse à la fois humorale et cellulaire et une diminution de la sécrétion de gamma-globine par les lymphocytes B normaux. Là, je vous avoue que j'ai pas révisé précisément la physiopathe de tout ça. Mais c'est assez classique. Mais un des grands messages, c'est vraiment que c'est pas parce qu'on a une LLC de stade A tranquille qu'on peut pas avoir 2 grammes de gamma-globuline et s'infecter tous les hivers. Et l'autre question, et l'autre chose à faire, c'est que même si les Français sont souvent très récalcitrants à faire des vaccins, une LLC de stade A, la première fois qu'on la voit ou la deuxième fois, on lui explique il n'y a pas de traitement à faire pour l'instant. Dans un tiers des cas, ça évoluera jamais. Dans un tiers des cas, ça évoluera plus tard. Là, vous n'étiez pas évolutif au diagnostic, mais il faut vous vacciner tout de suite parce que plus tôt on fait la vaccination, plus on a de chance d'avoir une immunité. Donc, c'est ça le grand message sur l'hypogamma. Alors, quid du temps de doublement des lymphocytes pour la décision thérapeutique? Alors, ça fait partie des critères IWCLL si on les reprend dans le détail pour le doublement lymphocytaire. C'est un temps de doublement inférieur à 6 mois et j'attire votre attention sur le fait que ce n'est valable que chez les patients qui ont plus de 30 000 lymphocytes. Parce que, effectivement, passer de 8 000 à 16 000 lymphocytes, c'est pas une grande évolutivité. Alors, le temps de doublement lymphocytaire, il faut quand même l'intégrer dans le choix de traitement. Habituellement, le temps de doublement des lymphocytes, ça vient pas tout seul. Et c'est vrai que les patients qui font 30, 60, 120, 300, on a l'impression que les choses sont pas évolues. Mais moi, je le considère pas comme un critère à décider tout seul, mais on sait très bien que les patients qui ont atteint le doublement des lymphocytes extrêmement rapide vont avoir des critères de traitement et j'irai pas forcément traiter tout de suite un patient qui passe de 30 à 60 000 lymphocytes, mais un patient qui passe de 150 à 300, il faut quand même faire attention, il faut les surveiller de plus près et c'est intégré dans la réponse. D'accord. Et alors, une dernière question qui vient juste d'arriver. J'ai un patient qui aurait uniquement l'anémie hémolytique sur la LLC. On commencerait donc une corticothérapie. Et est-ce que s'il est inférieur à 10 grammes, on commence tout de suite l'immunochimiothérapie? On attend un petit peu. Et tout à l'heure, vous parliez qu'en fait, finalement, on pensait que par exemple la fludarabine, ça favorisait plus l'anémie hémolytique, mais que tous les autres traitements qui ont pu être proposés dans la LLC ont eu également des cas décrits. Du coup, est-ce qu'on lève l'interdiction d'utilisation de la fludarabine en cas d'anémie hémolytique? Alors, il y a 3 questions en fait dans cette question. Donc, c'est des histoires d'école. C'est-à-dire, alors la première question, c'est que moi, sauf si le patient est très âgé, je ne le laisserai jamais sous corticoïdes seul et je ferai du RCD en première ligne si la LLC n'est pas évolutive. Après, c'est un avis personnel. Il y a des gens qui feront que du rituximab. On ne peut pas, sur une LLC, souvent diminuer la corticothérapie aussi vite que sur une anémie hémolytique standard où on est sur 3 à 6 mois.
Donc, j'avoue que les patients qui ont en première ligne une LLC avec une anémie hémolytique, je vais les mettre sous corticoïdes, mais je vais leur faire au minimum du rituximab ou plus probablement du RCD. Mais après, c'est pas criminel de les laisser sous corticoïdes, mais moi, mon avis, c'est que je traite jamais une anémie hémolytique à quelqu'un qui a une LLC avec juste des corticoïdes. C'est une position qu'on a dans le service. Il y a quelques années, on voulait faire un essai pour lequel on n'a malheureusement pas eu de financement. On avait demandé un THRC et on voulait faire RCD versus corticoïdes chez les LLC non traités avec une anémie hémolytique auto-immune. Donc, c'était une question qui se posait. Mon point de vue à moi, c'est que dans le RCD, il y a peu d'endocrins, il y a peu de corticoïdes, il y a le rituximab et c'est peut-être moins toxique chez des sujets âgés qu'une corticothérapie au long cours. Et la deuxième question, c'était est-ce que la fludarabine est contre-indiquée? Alors, la fludarabine n'est pas contre-indiquée. Ce qu'il faut par contre, je pense, si vous voulez commencer par du FCR, c'est de se dire que il faut quand même que l'anémie hémolytique elle soit contrôlée. C'est-à-dire si l'anémie hémolytique elle est contrôlée sous corticoïdes, pourquoi pas faire du FCR? Par exemple, Véronique Leblond à la Pitié ou Thérèse Laurent à Marseille faisaient volontiers du FCR à des patients avec une anémie hémolytique auto-immune sous réserve qu'elle soit contrôlée. Je la commencerai pas en pleine poussée hémolytique. Après, moi, mon point de vue, c'est que c'est probablement peut-être un peu risqué, mais sur le côté risque de cytopénie induite et de myélotoxicité du FCR. Et si je pousse mon raisonnement un peu plus loin, mais c'est peut-être un peu tordu, c'est que la majorité des LLC avec anémie hémolytique auto-immune sont non mutés. Et je suis pas sûre qu'on pourra, qu'ils feront pas partie des gens qui pourront atteindre ce fameux plateau avec un risque une probabilité d'avoir une réponse très très prolongée. Et donc, à Reims, on fait rarement du FCR en première ligne à quelqu'un qui a une anémie hémolytique, on fait plutôt du BR. Après, clairement, c'est une histoire d'école et si l'anémie hémolytique est contrôlée, il n'y a pas de contre-indication formelle à faire du FCR. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour... Je t'écoute depuis tout à l'heure. Hein. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup. Ça va, j'ai pas parlé du TFC. Par contre, tu n'as pas hésité à mettre un drapeau breton dans l'arrière-plan. Oui, regarde, tu vois, Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cet excellent topo et ces explications. Et donc on va pouvoir passer à la deuxième partie donc, qui concerne les rechutes et le syndrome de Richter. Et donc je vais laisser la main au professeur. Alors, je ne me trompe pas. Tac, tac, tac. Voilà. Vous avez maintenant reçu. Allez, j'affiche mon écran. Oups là. Voilà, tout à fait. Et vous me direz quand vous voulez que je lance les sondages. Ah oui, si tu veux. J'étais parti. Est-ce que vous avez discuté un petit peu du fait que le cours de DES LLC sera fait quand même cette année? Tout à fait. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Donc, on a eu l'info et on l'a annoncé. Bah, super. Si le docteur Quinquennel vous a plu, vous pouvez voter pour elle pour qu'elle vienne vous faire le cours en personne. Elle mettra son chapeau de. Comment ça s'appelle? De bigouden, non, c'est ça? Une coiffe. Une coiffe, pardon, excuse-moi, ouais, voilà. Alors, je mets le format clac. C'est bon? Oui. Allez, c'est parfait. Alors, merci de l'invitation d'abord pour vous faire ce topo sur la prise en charge de la rechute dans le cadre de la leucémie lymphoïde chronique. Donc, je m'appelle Loïc Isbert, je suis hématologue à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse et membre du philo comme le docteur Quinquennel. Alors, je vous proposais pour commencer une première question concernant quelles propositions sont vraies concernant les rechutes, à votre avis? Est-ce qu'il faut systématiquement faire un TEP scan? Faut-il penser que les mutations du gène TP53 sont rares? Pensez-vous que les inhibiteurs de tyrosine kinase de nouvelle génération, type ibrutinib par exemple, ou idelalisib, sont réservés aux rechutes précoces post-chimio-immunothérapie?
Est-ce que l'allogreffe est rare finalement dans cette population? Et enfin, est-ce que, comme on a pu le voir pour les LAL ou les lymphomes B diffus à grandes cellules, les CAR-T-cells sont très efficaces dans la LLC, ou au contraire, est-ce que vous pensez que les CAR-T-cells sont peu efficaces dans la leucémie lymphoïde chronique? Pour vous aider à la dernière question, pensez que les cellules, enfin que les LLC sont des cellules de pauvres cellules présentatrices d'antigènes et qu'elles favorisent hautement le risque d'anémie hémolytique auto-immune. Donc ça vous donne une idée sur la façon dont les lymphocytes T sont endormis face à la LLC. Alors, j'ai lancé le sondage et donc les gens sont en train d'y répondre. Et donc, je vais pouvoir partager les résultats. Et donc, la plupart des gens pensent qu'il est utile de faire un TEP, que l'allogreffe concerne 5 à 10% des cas et que les CAR-T-cells sont peu efficaces. Je vous félicite, tout est juste. Alors, tout est juste. Ce qui était juste était juste, et ce qui devait être faux était bien faux. Nous sommes d'accord. Je passe. Hop là. Du coup, il faut que je revienne. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran dans son entièreté? Oui, parfait. Alors, je vais reprendre un petit peu le plan du cours qu'a utilisé également le docteur Quinquenel. Quelles sont les indications et les principes de traitement en rechute? Eh bien, en fait, les indications en rechute sont les mêmes qu'en première ligne. Les critères IWCLL restent exactement les mêmes, si ce n'est qu'on est peut-être un tout petit peu moins le doigt sur la gâchette lorsqu'on a en face de nous un patient qui a une thrombopénie à 80 000 ou une anémie à 9,9. Voilà, on ne lui saute pas dessus pour traiter forcément si c'est bien toléré, mais ce principe qui est vrai dans la rechute de LLC est vrai dans la rechute de tous les lymphomes B indolents, folliculaires, tricholeucocytoses, etc. Voilà, vous verrez que plus vous prendrez de l'âge comme hématologue et moins vous traiterez vite vos patients. Ensuite, un des principes de traitement, c'est que en rechute, il y a vraiment très peu de place pour la chimio-immunothérapie. Et pourquoi? Parce qu'elle est inférieure dans des grandes études de phase 3 au bras thérapie ciblée avec ou sans anticorps anti-CD20. J'ai mis ici la survie globale de 3 grandes études qui sont des études qui ont permis l'enregistrement Helios de l'ibrutinib, la 0115 de l'idelalisib et Murano du venetoclax dans le cadre du traitement des rechutes de leucémie lymphoïde chronique. Donc en fait, il n'y a vraiment pas photo. L'OS est meilleur, point. Voilà. Herbada en rechute, sauf un cas très particulier qu'on verra tout à l'heure, non. Alors, ces thérapies ciblées orales, elles marchent mieux, d'accord, mais peut-être ne prêtent-elles qu'aux riches finalement. Les patients qui ont des anomalies de type délétion 17P ou mutation TP53, peut-être que ces malades-là, ils sont réfractaires à l'immunochimiothérapie, peut-être le sont-ils tout autant aux thérapies ciblées. Et bien la réponse est non, heureusement. Alors, c'est vrai que la thérapie orale marche un peu moins longtemps lorsque le patient présente une mutation TP53. Toujours est-il que c'est bien meilleur que n'importe quelle chimiothérapie publiée jusqu'ici. Alors, je vous ai montré à gauche les résultats de l'ibrutinib. C'est un pool de 3 études, un total de 230 patients, et non pas 117, qui ont toutes une anomalie 17P et ou une mutation TP53. Et vous voyez que la survie sans progression, la PFS, est bonne, 57% à 30 mois, ainsi que la survie, 69% à 30 mois. Alors, lorsqu'on faisait FCR en première ligne de LLC à des délétions 17P, la médiane de PFS en première ligne était de 18 mois et la médiane de survie en première ligne de 5 ans. Donc, ça vous donne une idée de l'amélioration incroyable que ces médicaments ont permis d'apporter dans la prise en charge de nos patients atteints de LLC. Alors, qu'est-ce qui corrèle finalement dans ces études avec une PFS plus courte et une survie plus courte? Le taux de LDH, la taille des ganglions et de la rate, et je vais y revenir tout à l'heure sur une diapositive. Alors, le venetoclax en monothérapie a une PFS médiane de 27 mois chez les patients avec anomalie 17P et ou mutation TP53. Il faut savoir que nos collègues australiens qui ont utilisé venetoclax vraiment en avance, parce que leurs scientifiques avaient vraiment bien découvert la façon de la mort apoptotique mitochondriale, ils ont vraiment eu ces médicaments-là bien avant nous. Ils nous disent maintenant que quand même le venetoclax en monothérapie chez ces patients-là, on a une sélection clonale qui se fait assez rapidement et les données Murano qui sont montrées juste en dessous et qui sont quand même assez impressionnantes.
vous voyez les courbes vertes que finalement, rituximab 6 mois et venetoclax 2 ans, puis stop. Ça donne un taux de PFS qui est vraiment magnifique. Ceci dit, les patients dans cette étude, les patients ont arrêté tous à 24 mois, et en fait, la 3e année, eh bien, il y a beaucoup plus de rechutes finalement lorsque le patient avait une anomalie TP53. Donc en fait, voilà, je vous le dis, et moi, dans ma pratique, je dois dire que j'ai plutôt tendance à privilégier un inhibiteur de BTK plutôt que le venetoclax chez ce type de patient lorsque le malade n'est pas dans une étude. On va en parler juste après. Bon, qu'est-ce qu'il me fait? Hop, hop. Ah, parfait. Alors, en rechute, on n'avait pas du tout de score pronostic. Je ne sais pas si Anne vous a parlé du CLIPI, l'index pronostic international de la LLC, qu'on n'utilise pas, hein, pour être très franc. Ça a été publié, mais on ne l'utilise pas. Par contre, il existe un nouveau score qui s'appelle le score BAL, qui est lui un score qui prédit la survie globale. Alors, comment il a été construit? À partir de 2475 patients, avec 28 paramètres cliniques et biologiques dont on sait dans la LLC qu'ils sont pronostiques sur la survie globale. Hein. Je ne parle pas de PFS dans cette étude. Alors, cette étude a été publiée dans Lancet Hématologie il y a 1 an maintenant, en 2019, et c'est un score extrêmement simple puisque le taux de bêta-2-myroglobuline supérieur à 5, l'anémie inférieur à 11 chez une femme et 12 chez un homme, le taux de LDH élevé et la last PFS, la durée de la dernière PFS après la ligne précédente inférieure à 2 ans, compte chacun pour un point. Donc c'est un score qui est bien équilibré, contrairement à certains scores où à partir du moment où vous avez une anomalie 17P, plaf, vous avez 5 points de risque. Là, pas du tout. Et dans cette étude, d'ailleurs, la délétion de 17P ou la mutation TP53 ne sort pas. C'est-à-dire qu'en fait, ces 4 paramètres extrêmement simples capturent les autres anomalies biologiques. C'est-à-dire que voilà, c'est pas avoir une DEL 17P, c'est pas plus grave que d'avoir une anémie, une bêta-2 haute, des LDH hautes et une rechute précoce après la dernière ligne. Quand on mélange les scores, vous voyez en bleu les bons scores, 0 ou 1 critère, intermédiaire, 2 ou 3 critères, et puis un groupe qui clairement va mal, avec une médiane de survie inférieure à 30 mois. Je répète, c'est de la survie globale ici, c'est avec un score 4. Donc vous voyez que finalement, en rechute de LLC, même si ce n'est pas forcément très utilisé dans les centres, tout le monde pourrait savoir, voilà, malgré de l'ibrutinib, malgré du venetoclax, malgré de l'idélalysib, ce score 4 identifie un groupe de patients vraiment à risque de mortalité, et ces malades-là sont maintenant, je pense, éligibles à des thérapies cellulaires, allogreffe, puisque c'est ça qu'on peut faire partout, ou bien, dès qu'on pourra, les fameux CAR-T-cells. Alors, nous avons fait une étude philo, je ne vous la montre pas, on a fait une étude philo. Ce score est juste. Lorsqu'on utilise l'ibrutinib en vraie vie en France, on a exactement les courbes ibrutinib en haut à droite, avec les mêmes chiffres. Assez étonnant, mais en tout cas, les données de survie ibrutinib en France en vraie vie sont identiques à celles de l'ibrutinib dans des études cliniques internationales, ce qui est assez rare pour être souligné quand même. Dans le bilan pré-thérapeutique, nous avons besoin de tous ces paramètres. Alors, certains sont prédictifs de la réponse, d'autres sont, comme je viens de vous le dire, pronostiques de la survie. Et donc, en fait, il est recommandé de redemander un cardiotype à chaque ligne, car le cardiotype complexe joue quand même sur des durées de rémission plus courtes. Le statut mutationnel, si on ne l'a pas fait en première ligne, c'est quand même de bon ton de le faire en seconde ligne, même s'il est, il faut bien l'avouer, beaucoup moins important pour le choix du médicament. Un exemple, ceci dit, certains collègues considèrent qu'il vaut mieux donner chez les IgHV non mutés, et donc qui ont un signaling du BCR fort, des inhibiteurs de BCR, type inhibiteur de BTK ou de PI3 kinase, alors que peut-être les IgHV mutés, cela peut-être pourrait bénéficier plus du venetoclax. Alors voilà, c'est un petit choix, c'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je réfléchis. Et finalement, le côté mutation TP53, c'est obligatoire, alors que l'NGS ciblé, on ne le fait que dans le cadre d'essais cliniques.
on va voir que pour être sûr que nous ne sommes pas face à un Richter, il va falloir faire un TEP scan en rechute, surtout si l'élevation est haute et ou que le patient a une forte masse tumorale. Donc les recommandations du philo, les voici. En cas de rechute symptomatique, recherche d'anomalité P53 systématique. En cas de rechute post-immunochimiothérapie, on ne recommence pas l'immunochimiothérapie. J'ai mis un petit astérix, la seule fois où je le fais, c'est par exemple quelqu'un qui a eu RCD pour une anémie auto-immune et qui rechute à 4 ans et qui a herbanamustine, parce que c'est simple, uniquement si la LLC n'est pas en poussée forte. Si l'anémie auto-immune est complexe, c'est-à-dire qu'elle s'accompagne d'une poussée de la LLC, il vaut mieux taper avec ibrutinib, rituximab ou venetoclax, rituximab ou pourquoi pas idélalysib, rituximab. Et Anne Quinquenel vous a montré, vous a parlé un petit peu des très bons résultats qu'elle a publiés sur la cohorte française. Alors, l'idée, toujours, moi, dans cette prise en charge de cytopénie auto-immune, c'est d'éviter au maximum la corticothérapie, parce qu'ils sont en rechute, parce qu'ils ont une LLC, parce qu'ils vont faire des infections de thérapie ciblées et parce qu'ils sont hypogamma-globulinémiques. L'ibrutinib et le venetoclax, maintenant on fait plutôt R-venetoclax, puisque quand on fait R-venetoclax, on fait 2 ans de venetoclax, alors que quand on fait du venetoclax seul, on fait le venetoclax jusqu'à progression. On fait donc des économies de venetoclax à l'associer au R. C'est ça mon argument pour faire R-venetoclax. Les 2 études qui ont permis l'enregistrement, Resonet et Murano, bien sûr, on ne sait pas du tout l'effet de R-venetoclax après ibrutinib, et on ne sait pas trop non plus l'effet de ibrutinib après R-venetoclax. Ce qui fait que finalement, les investigateurs utilisent un certain type d'argument. Parfois, il faut le dire, hein, c'est l'habitude du docteur. Voilà. Quand on a l'habitude de l'ibrutinib, on va continuer à ça et on se garde le venetoclax pour plus tard. Les patients dont on sent que on n'est pas sûr de leur compliance, etc. Finalement, le fait de les faire venir tous les mois pour faire du rituximab, pourquoi pas le R-venetoclax. Donc il y a des choix parfois qui ne sont pas forcément très scientifiques, mais qui sont très médicaux par contre. Ensuite, il faut faire attention au territoire. Voilà. Donc les patients qui ont un stade C avec une grosse infiltration médulaire, R-venetoclax permet d'induire des réponses complètes avec des maladies résiduelles indétectables, ce que ne fait jamais l'ibrutinib ou l'idélalysib. Par contre, si le patient vient avec une énorme rate ou de très gros ganglions, là, très clairement, l'ibrutinib ou l'idélalysib marche incroyablement bien et surtout extrêmement vite. Et dans des situations où les masses sont compressives, ces médicaments-là font des miracles. Malheureusement, on ne peut pas les utiliser. Attention, en cas de comorbidité rénale, le venetoclax, vous le savez, induit des risques de syndrome de lisse tumorale. Il faut faire très attention à ça. L'ibrutinib est contre-indiqué en cas de thrombopénie profonde ou bien d'insuffisance cardiaque ou bien de la prise d'AVK. Le fait que le patient ait des antécédents de fibrillation auriculaire n'est pas une contre-indication à l'ibrutinib. Et maintenant qu'on a un choix bis avec le venetoclax, c'est vrai qu'on va clairement s'orienter vers le venetoclax, peut-être pour ces patients qui ont fait déjà plusieurs fois des crises de fibrillation auriculaire. Donc on aura le choix du venetoclax et puis je pense qu'assez vite on aura aussi le choix d'un autre inhibiteur de BTK de seconde génération, type zanubrutinib ou acalabrutinib, qui semble donner moins de toxicité cardiaque au niveau du rythme que l'ibrutinib. En cas de mutation TP53, si possible, inclusion dans l'essai du philo daratumumab, anticorps anti-CD38 que vous connaissez bien dans le myélome, plus l'ibrutinib. Et puis, la préférence du patient joue. Même si les firmes pharmaceutiques se battent sur le côté ibrutinib, c'est non-stop, alors que venetoclax, c'est 2 ans, pour les patients, ce n'est pas du tout un argument, ça, dans mon expérience. Voilà. Les patients, ce qu'ils veulent, c'est la facilité d'emploi, la gestion le plus possible au domicile, et finalement, chez ces gens qui sont quand même âgés, hein, parce que rechute de LLC, ils ont souvent plus dans les 73, 74, 75 ans, c'est des gens qui prennent déjà des médicaments tous les jours, hein, donc ce n'est pas vraiment un argument très fort. La rechute post-ibrutinib, imaginons qu'on ait eu l'ibrutinib en première ligne, qu'est-ce qu'on fait après? En cas de progression sous traitement, il faut absolument éliminer un Richter et il faut avoir la biopsie ganglionnaire ou la biopsie ostéomédulaire facile. Cela est guidé par le TEP scan. Alors, malheureusement, la puissance prédictive du TEP scanner, qui est très bonne lorsqu'on le fait en post-immunochimiothérapie, dès qu'on a un SUV supérieur à 10, on est quasiment sûr que c'est un Richter. Ça n'empêche qu'il faut quand même biopsier le patient, mais on est quasiment sûr qu'il a quand même un Richter. Lorsque les malades progressent sous ibrutinib, malheureusement, la valeur prédictive positive du TEP scanner est très mauvaise.
En fait, on se rend compte en biopsiant beaucoup de patients qui ont des SUV supérieurs à 10 qu'ils ont juste une LLC accélérée avec des grandes cellules, des para-immunoblastes, mais ce n'est pas un authentique Richter. Et ça, il faut faire très attention lorsqu'on interprète les données des études cliniques Richter. La relecture anapathe, c'est pas toujours facile, et très clairement, il faut que ce soit vu par des gens qui voient beaucoup de progression post-ibrutinib. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir les mutations de BTK et aussi de PLC gamma 2, parce que si on a ce type de mutation, il vaut mieux éviter les thérapies à base d'inhibiteurs de BTK, type par exemple acalabrutinib. Il y a des médicaments maintenant qui se développent comme le vecabrutinib qui marche même quand BTK est muté. Mais pour l'instant, il y a un traitement simple, c'est de faire du vénétoclax et de donner donc un inhibiteur de BCL2. En cas de rechute post-ibrutinib, mais chez des patients à qui on a dû arrêter pour toxicité, il faut savoir qu'en cas de toxicité sous ibrutinib, on peut arrêter le traitement et le patient peut mettre 2 ans à avoir besoin d'un traitement. Donc, il ne faut pas switcher de l'ibrutinib vers l'acalabrutinib ou vers le vénétoclax juste pour une toxicité. Il faut savoir s'arrêter, attendre que la toxicité récupère, attendre que la LLC repousse pour de vrai, et on peut vraiment gagner du temps. Donc là, l'idée, c'est de faire du vénétoclax ou du R-vénétoclax. Moi, dans mon centre, j'ai toujours en association avec l'anticorps anti-CD20. Alors, la discussion autour de la reprise de l'ibrutinib, pourquoi pas, si la toxicité, par exemple, était une infection, on peut reprendre le médicament quand l'infection va mieux, mais c'est vrai que les patients craignent beaucoup ce genre d'option, et c'est vrai que pour le coup, si on ne veut pas se griller une ligne, on peut reproposer un inhibiteur de BTK type acalabrutinib. Il y a une étude qui a été faite, qui devrait être publiée cette année, et qui montre en fait que l'acala post-toxicité d'ibrutinib, ça permet souvent d'éviter la toxicité qui a fait arrêter l'ibrutinib. Mais on a d'autres molécules, comme l'idélalysib. Alors là, pour le coup, si la toxicité était digestive, il ne faut absolument pas faire d'idélalysib, qui, comme vous le savez peut-être, donne des colites dans 40% des cas, grade 3-4, après 6 à 9 mois de traitement. Donc, il faut faire attention avec ce médicament. Et puis, en progression numéro 2, lorsqu'on aura progressé après, par exemple, ibrutinib en première ligne, puis vénétoclax en rechute, alors là, on n'a pas d'études qui nous disent, voilà, le meilleur traitement. On va juste switcher de ligne. C'est un petit peu comme dans le myélome, où parfois, vous avez été exposé à un inhibiteur de protéasome, puis à un imide, et quand ça revient en 4e ou 5e ligne, on peut être resensible au traitement qui a marché la première fois. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de refaire tourner. Mais si possible, ces patients-là, il faut les envoyer, s'ils sont très jeunes, à des stratégies d'allogreffe pour les doubles réfractaires et les carticelles qui vont être vraiment développées sur ce créneau-là lorsqu'on réussira à les faire s'expandre au mieux chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. Alors, avant de parler du Richter, je voulais avoir un petit peu vos idées concernant cette complication. Est-ce que vous pensez que le scanner permet de poser le diagnostic de certitude? Est-ce que vous pensez que les mutations TP53 sont extrêmement fréquentes? Est-ce que vous pensez que les thérapies ciblées contre le Richter, type vénétoclax, ibrutinib et idélalysib, marchent bien? Est-ce que vous pensez que c'est une pathologie extrêmement grave? Est-ce que vous pensez que ce qui a permis de révolutionner la prise en charge, c'est la famille des inhibiteurs de BCL2? Alors, j'ai lancé le sondage, on va laisser encore une trentaine de secondes pour que les commentaires puissent répondre. Alors. Merci. Alors. Du coup, alors attends encore 10 secondes. Tac, tac, je vais afficher les résultats. Hop, et donc je partage les résultats. Donc 76% répondent que la médiane de survie est à 6 mois. 60%. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc je vois les résultats. Donc merci Pierre-Edouard. Donc en fait, vous avez tort de penser que le TEP scan permet de poser le diagnostic si le cible max est supérieur à 10. Car sa valeur prédictive positive n'est pas de 100%. Donc, en fait, il faut bien faire attention à ça. J'ai beaucoup de demandes d'avis de collègues qui me disent « On traite un malade pour un Richter. Ah bon, et où est la biopsie ?»« Oh ben, on ne l'a pas faite. Il avait un SUV à 18. » Non. Non, non, non. Il faut absolument… Le SUV max supérieur à 10 guide la biopsie du radiologue ou la main du chirurgien, mais ne fait pas diagnostiquer un Richter. Hein. Le Richter est bien un diagnostic anatomo-pathologique. Les mutations de TP53 sont en effet des lésions les plus fréquentes, on va le voir. Les thérapies ciblées ne marchent pas du tout. La médiane de survie est catastrophique.
le traitement ne repose pas sur les inhibiteurs de BCL2. On est d'accord. Hop, je reprends la main. Tac. Alors, du coup, selon les séries et selon l'histoire des patients, 80% des patients développent des Richter. Donc, en fait, le prélèvement, comme je vous l'ai dit, est obligatoire. Monsieur Richter, l'Américain qui a laissé son nom à cette maladie, avait décrit une LLC qui s'était transformée en lymphome B diffus à grande cellule. C'est ça, stricto sensu, ce qu'on appelle le syndrome de Richter. Maintenant, quand un lymphome bas grade se transforme en un lymphome haut grade ou en Hodgkin, ou voilà, on parle plutôt de transformation. Voilà. On garde le mot Richter pour une LLC qui s'est transformée en lymphome B diffus à grande cellule. Le pronostic est très différent si la cellule de LLC, si la LLC s'est transformée, ou bien si le patient a deux maladies, c'est-à-dire s'il a un lymphome de bas grade et à côté un lymphome B diffus à grande cellule de novo. Et ça, on le sait en faisant des séquençages VH pour savoir si c'est le même clone ou pas. En tout cas, il y a un truc tout bête. Si vous avez quelqu'un qui a une LLC, un lymphome de bas grade CD5+, et qui développe un lymphome B diffus à grande cellule, vous savez que le lymphome B diffus à grande cellule, CD5+, ça existe, c'est quand même pas très fréquent. Et donc, si votre LBDGC est CD5+, c'est quand même un signe que c'est quand même clonalement relié et que ça sent vraiment pas bon pour votre malade. La biologie moléculaire, elle est différente du lymphome B diffus à grande cellule de novo. On ne classe pas ça en activated B-cell, germinal center, P, enfin voilà, pas du tout, c'est pas du tout les liens. On retrouve des lésions. La biologie moléculaire, il y a des anomalies toujours, c'est quand même assez hétérogène. On retrouve très fréquemment des mutations de TP53, assez fréquemment aussi des anomalies de la voie MYC, qui peut être soit activée par des mutations, soit ce sont ces activateurs ou ces inhibiteurs qui sont activés ou inhibés. Parfois, il y a des translocations. Et puis, on a aussi des anomalies de Notch 1. Alors, Notch 1 est très fréquemment muté dans beaucoup de lymphomes. On le trouve beaucoup aussi dans la LLC de novo, dans les lymphomes de la zone marginale, dans les lymphomes du manteau, bref, dans les LALT, vous le savez. Bon, bref, ça c'est comment dire, ce gène est fréquemment muté. Mais alors, il y a un papier qui vient juste de sortir dans le Leukemia et qui montre qu'en fait, dans la LLC, les patients qui ont des mutations de Notch ont en fait une hyperactivation de tous les acteurs de la voie du BCR. Ils ont plus d'IgM à leur surface, plus de kinase dans leur signalosome du BCR. Et donc, en fait, c'est un activateur de BCR. Et en fait, c'est vrai que lorsqu'on donne de l'ibrutinib, on a souvent des mutations de Notch lorsque les malades progressent sous ibrutinib. Comme ça, voilà. Il y a une espèce d'amplification du système qui fait que bloquer le système marche moins bien. Et on a aussi un usage biaisé d'un certain stéréotype du BCR. Vous le savez peut-être, dans la LLC, 25% des patients ont des BCR qui se retrouvent d'un patient à l'autre. Or, vu le nombre, la panoplie disponible pour la lymphocyte B, statistiquement parlant, c'est quasi impossible d'avoir deux personnes qui ont les mêmes séquences. Or, dans la LLC, ça arrive une fois sur 4, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une sélection par certains antigènes, sans doute, qui ont été perdus dans la bagarre, mais toujours est-il que, quand même, les patients qui ont un BCR stéréotypé, le BCR stéréotypé est assez classique de la LLC, et il y a plusieurs subsets qui ont été décrits, et le subset 8 est un facteur de risque de Richter. Lorsque vous demandez le statut mutationnel IGHV à votre moléculariste préféré, il vous le dit si c'est muté ou pas muté, mais en fait, ça prend 2 secondes pour savoir quelles sont les séquences et à quel subset appartient le BCR de ce malade. Donc en fait, c'est pas rendu, mais ça devrait, parce que c'est vraiment tout con à faire, et comme ça, on pourrait dire, ah, ce patient, il a un subset 8, donc il faut vraiment le surveiller comme le lait sur le feu pour le Richter. C'est un des rares facteurs de risque connu du Richter. Alors, le traitement, je m'ai dit, est extrêmement réfractaire. Un score a été validé avec 5 paramètres, avec, vous voyez, des survies qui passent de 1 à 4 mois, dès que vous avez 3, 4, 5 critères, à 12 à 45 mois, lorsqu'on n'en a aucun ou un, en fonction du performance status, de la thrombopénie, du taux de LDH, de l'antériorité de ligne de traitement et de la taille des ganglions. En fait, ce qui joue beaucoup sur la survie, c'est le côté, est-ce que c'est clonalement relié à la LLC ou pas? Voilà. En gros, si c'est pas relié à la LLC, on traite et on a la survie d'un DLBCL classique. Lorsque la LLC s'est transformée en un lymphome B diffus à grande cellule, on traite avec des R-CHOP.
R poche, une chimio-infusionnelle. Perso, on aime bien ça, nous à Toulouse, on l'utilise pas mal. Les Américains vont montrer, Matt Davids a montré à l'ASCO, il va montrer à l'EHA les résultats d'une étude R poche plus Venetoclax dans des Richter. Les Français, on a aussi publié une étude rétrospective avec les sets de platine. C'est pas mal, ça permet aussi de lancer une procédure vers une autogreffe ou une allogreffe. En cas de chimiosensibilité. En tout cas, en cas de Richter, soit de novo, soit après des traitements, le patient peut rentrer dans une étude du philo qui s'appelle BLINA-RT, blinatumomab dans les Richter Transformation. Après 2 cycles de R-CHOP, pour essayer de réduire un peu la masse, on propose aux patients 2 mois de blinatumomab à des doses bien supérieures au LAL. Et voilà, les patients commencent à être inclus. Je ne sais pas si toi, Anne, t'en as eu, mais voilà, nous, on en a un à Toulouse qui était en RP après 2 R-CHOP et magnifique RC après les 2 mois de blinatumomab. Donc, les bispécifiques 3,19 ont l'air d'être intéressants dans cette maladie. Alors, parfois, la maladie de Hodgkin, parfois, la transformation de LLC, c'est vers un lymphome pro-lymphocyte B ou une maladie de Hodgkin. Alors, si c'est une maladie de Hodgkin, on les traite comme des Hodgkin standards, 4, 6 ABVD. Il faut savoir que ça marche bien, mais que ça dure quand même moins longtemps que d'habitude, avec une médiane de survie de 4 ans. Donc il faut faire très attention au Hodgkin. Au début, on se dit « Ah, chouette, les PET scans sont négatifs vite », mais bon, il faut faire très attention à une LLC quand elle se transforme, que ce soit en lymphome B diffus à grande cellule ou en Richter. Je vous montre un peu les médianes de survie pour répondre à la question de tout à l'heure. Vous avez ici la raison d'arrêt de l'ibrutinib dans 3 grands centres américains. Vous voyez que de gauche à droite, vous avez les médianes de survie en cas de Richter. Ça passe de 1 an à 5 mois à 1 mois. Voilà. Donc, vous voyez, c'est terrible. Donc, ce n'est pas du tout le même pronostic d'avoir un Richter ou d'avoir une progression de LLC non transformée lorsqu'on est sous ibrutinib. Et bon, vous comprenez pourquoi. Il faut avoir la biopsie facile lorsqu'on a une progression sous ibrutinib. Moi, je dirais même la biopsie obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'esprit des gens qui font les LLC, mais j'allais dire, si ces gens avaient des lymphomes folliculaires, on serait pas là à discuter. On biopsierait systématiquement. Voilà, il faut avoir ce réflexe-là dans les LLC sous ibrutinib. Alors, le traitement après thérapie ciblée, le pronostic est très mauvais, comme je viens de vous le montrer, mais est-ce qu'on a déjà essayé le Venetoclax ou l'ibrutinib pour des Richter? Alors, oui, ça a été fait. Case report, moi je l'ai fait, 0 sur 5 avec du Venetoclax et 0 sur 5 avec de l'ibrutinib, donc j'ai arrêté. Il y a quand même une étude qui montre que le PD-1, qui est un marqueur que vous connaissez bien, et qui est exprimé dans les ganglions normaux, au niveau des centres germinatifs, et qui est aussi dans la leucémie lymphoïde chronique, exprimé dans les centres de prolifération par les grandes cellules qu'on appelle les para-immunoblastes. Ils sont PD1+, ces cellules. Et lorsque la LLC accélère, et encore plus quand elle devient un Richter, on a une forte expression de ce PD1. Une étude faite par des anatomopathologistes américains dit ça pourrait même être considéré comme un marqueur disant c'est vraiment un Richter, un vrai LBDGC clonalement relié à la LLC. Et une étude avec le pembrolizumab avait trouvé un résultat rigolo, 0% de réponse chez les patients LLC, mais 44% chez les patients transformés. Parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse, on est d'accord. Donc du coup, les anti-PD-1 ont beaucoup excité les investigateurs. Une étude a été faite avec le nivolumab en association avec l'ibrutinib, avec des résultats un petit peu décevants, mais je pense que là, on n'a pas fini de développer l'immunothérapie pour les Richter. Et notamment, les essais CAR-T, il y a une étude CAR-T anti-CD19 qui a été faite, et dans le New England, un des tout derniers New England, vous pouvez trouver une étude CAR-NK qui a été faite au MD Anderson, parce que c'est le centre américain qui a la plus grosse banque de centres cordons aux États-Unis, et donc ils ont des NK à foison, ils les font proliférer in vitro, et ils les utilisent après à des buts de thérapie cellulaire. En tout cas, le Richter, ça ne survient pas n'importe quand. Vous avez ici les raisons d'arrêt d'ibrutinib dans un centre à Ohio State University qui en a fait beaucoup et qui montre que finalement, lorsque vous avez une progression de la LLC en gris, vous voyez, il faut à peu près 3, 4, 5 ans avant d'avoir beaucoup d'arrêts pour progression. La toxicité, c'est surtout les premières années. Et bien, le Richter, c'est pareil. Donc, on va dire, le Richter, c'est surtout les 2 premières années d'ibrutinib. Et lorsqu'on a des progressions de la LLC
c'est plutôt lié à des mutations BTK ou PLCL gamma 2, ou les deux, et ça survient plutôt après 3, 4 et même encore plus, 5 ou 6 ans de traitement. Le Richter, lui, n'est jamais drivé par une mutation BTK. Voilà. Et c'est aussi pour ça, sans doute, que les thérapies type ibrutinib ne marchent pas. Parce que finalement, le Richter n'a rien à faire de l'activation du BCR signaling. Lui, il a de la prolifération grâce à des oncogènes bien plus puissants, type MYC, et puis il est très réfractaire en raison des mutations TP53. Donc voilà un petit peu la dernière dia, c'est le syndrome de Richter, comment placer les thérapies nouvelles. C'est voilà, en cas de Richter après des nouveaux traitements, venetoclax, idelalisib ou ibrutinib, il n'y a rien comme standard, et donc en fait, il y a plusieurs études en cours d'association, doublette ou triplette, et par exemple, en vraie vie, ce qu'on peut faire, c'est des bolus de solimédrol avec des anti-CD20 associés à de l'ibrutinib, ou bien des mélanges à base d'anti-PD-1, mais qui, eux, ne peuvent pas se faire en vraie vie, ça coûte beaucoup trop cher. Voilà. Moi, j'ai l'expérience d'un patient à qui j'ai fait nivolumab ibrutinib, et qui a été mis en réponse, mais qui a développé ensuite une anémie multico-auto-immune gravissime dont il est mort. Donc c'est pas non plus impossible qu'il ait développé ça du fait de l'exposition aux anti-PD-1. Mais enfin bon, il avait été exposé à tous les traitements possibles et imaginables, ce pauvre monsieur, FCR, BR, ibrutinib, idelalisib, venetoclax, et donc bon, c'est vrai qu'en 6e ligne de LLC, il n'y a plus grand-chose qui marche. Et en fait, chez les patients jeunes, si on a une bonne réponse partielle ou une réponse complète, il faut discuter de l'allogreffe. L'autogreffe, pas trop. C'est plus les transformations folliculaires qui répondent bien à l'autogreffe. Les transformations de LLC, si on peut allogreffer, c'est quand même mieux. Et puis donc, on espère tous que les CAR-T-cells arriveront donc à maturation pour au moins ces patients-là. Donc en conclusion, voilà, en rechute, la chimiothérapie, bye bye. C'est le royaume de l'ibrutinib, du venetoclax, de l'idelalisib, de la calabrutinib, du zenubrutinib et de toutes les thérapies ciblées qui arrivent. En association, ça sera sans doute meilleur et on pourra arrêter les traitements. Les anti-PD-1, non dans la LLC, mais à développement vraiment intéressant dans les syndromes de Richter. Et puis les CAR-T-cells ne donnent que très peu de réponses à long terme parce que les cellules T ne s'expandent vraiment pas bien dans les LLC. Et donc, une stratégie qui a été publiée dans Blood récemment, c'est de faire, en fait, de préparer le terrain avec de l'ibrutinib. Ça diminue la masse tumorale LLC, ça rend les lymphocytes T un tout petit peu plus efficaces en termes de synapse immunologique. Et donc, c'est ceux-là qu'on va transformer en CAR-T-cell pour contre-attaquer la maladie dans un deuxième temps. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce topo qui était très intéressant. Et je vais reprendre la main pour la dernière session de questions. Alors, déjà, il y avait une première question sur, vous parliez tout à l'heure donc des patients qui étaient traités par ibrutinib qui évoluaient en Richter de façon précoce. Est-ce qu'on a des données sur les patients qui reçoivent du venetoclax? Est-ce qu'il y a également un sur-risque? Alors, en fait, il ne faut pas dire qu'il y a un sur-risque sous ibrutinib. En fait, les patients qui ont eu de l'ibrutinib et du venetoclax et de l'idelalisib, d'ailleurs, dans les toutes premières études, étaient quasiment tous des malades qui avaient été exposés à 3, 4, 5 lignes de traitement. Chez ces malades-là, s'ils avaient eu du chloraminophène, ils auraient eu 15 à 20% de Richter, parce que c'est l'histoire de la maladie. Et la chimiothérapie, en plus, d'année en année, sélectionnait de plus en plus les clones TP53 mutés qui adorent se transformer. Alors, on a eu peur, c'est vrai, au tout début, avec les premières études, d'un sur-risque venetoclax, parce que les Australiens annonçaient des chiffres aux alentours de 16%. Il faut savoir que ce chiffre a été vraiment revu à la baisse avec les toutes dernières études venetoclax, et dans Murano, par exemple, qui utilise venetoclax de la première ligne de rechute à la troisième ligne de rechute, il n'y a vraiment pas une explosion du risque de Richter. Donc, en fait, il ne faut pas dire sous thérapie ciblée, il y a plus de Richter. Par contre, on peut dire la thérapie ciblée ne marche pas sur le Richter comme elle marche sur une rechute de LLC. Le venetoclax ou l'idelalisib récupère des progressions de LLC sous ibrutinib. Malheureusement, ça ne marche pas du tout dans les Richter. On est vraiment très, très mal paré dans cette maladie. Alors, le bilan cardio avant Ibru. Ah.
En fait, c'est pour ça que je fais que ça. Bon, alors, faut-il faire un bilan cardio avant ibrutinib? Oui, c'est d'ailleurs dans les recommandations du philo d'emploi de ce médicament. Alors après, c'est l'ibrutinib, le vrai gros risque, comment dire, c'est vraiment d'avoir des patients qui développent de l'hypertension artérielle, des fibrillations auriculaires, qui nécessitent la mise sous AVK, etc. Donc en fait, un électrocardiogramme, moi, ça me suffit. Si le patient a des antécédents, notamment attention à l'hypertension artérielle, échographie cardiaque, c'est pas du luxe. Il existe des patients qui développent des insuffisances cardiaques sous ibrutinib. J'en ai eu plusieurs personnellement. À l'arrêt du traitement, les malades récupèrent tous. C'est un point à avoir en tête. Sachez aussi, messieurs et dames les internes, que tous les inhibiteurs de tyrosine kinase donnent des complications cardiovasculaires après 10 ans d'évolution de traitement. C'est le cas de la leucémie myéloïde chronique. Hein. On est pareil avec l'ibrutinib, même si l'ibrutinib a aussi un sur-risque de fibrillation auriculaire, qui semble un petit peu plus faible avec les deuxièmes générations. Alors, donc en fait, il faudra suivre l'échographie cardiaque sous ibrutinib, pourquoi pas une fois par an. Moi, j'allais dire, les patients qui ont déjà un cardiologue, eh bien, au rythme de leur visite chez le cardiologue, j'en rajoute pas forcément. Si le patient développe des crises de fibrillation auriculaire, c'est là qu'il y a un risque emboligène. C'est là qu'on calcule le risque donc de Chern-Vasc. Et très souvent, du fait de leur sexe et du fait de leur âge, ils ont deux critères et donc ils sont anticoagulés. Alors, les AVK sont interdits sous ibrutinib. Lorsqu'on utilise un anti-agrégant plaquettaire en monothérapie, tout va bien. Si je vous rappelle, une plaquette, d'abord, elle colle grâce à des récepteurs d'adhésion et c'est ça que l'ibrutinib gêne, l'adhésion au collagène et au facteur von Willebrand. Une fois qu'elle a réussi à coller la plaquette, elle va appeler ses copines pour former cette fameuse mêlée de plaquettes, le clou plaquettaire, et ça, elle le fait grâce à des facteurs solubles qui stimulent des récepteurs aux agonistes solubles, et c'est ça qu'on va inhiber avec l'aspirine et avec les inhibiteurs du P2Y12 type le Plavix. Donc, si vous imaginez bien que si vous donnez Ibru, aspirine, Plavix, vous avez 3 antiagrégants hein, sur 3 voies différentes de l'activation plaquettaire. C'est là qu'on a des risques, en effet, d'hémorragie. Alors, hémorragie grade 3-4, en triplette, comme ça, dans les études ibrutinib, c'était 9%. 9% de grade 3-4, c'est énorme. Hein. La thrombolyse ne fait pas ça. Hein. Donc, ça paraît pas énorme comme ça, mais en fait, c'est vraiment un souci. Et en cas de FA, on a maintenant une très bonne expérience clinique avec les NOAC qu'on ne voulait pas faire au début, et finalement, ça marche. Donc, Eliquis, super. Voilà, l'apyroxaban, c'est nickel. On n'a pas de surrisque, voilà. Donc attention aux triplettes. Voilà, le gars qui est sous aspirine, anticoagulant direct, Ibru, moi je rediscute avec le cardiologue pour savoir si on peut pas en enlever un, et très souvent ils disent OK. Hein. Et une question aussi que je me posais, si les patients font de l'ACFA, est-ce que c'est un critère d'arrêt de l'ibrutinib ou on peut le continuer si le cardiologue juge qu'on arrive à gérer l'ACFA avec différents traitements, voire choc électrique, etc. Le problème de l'ACFA, c'est que quand on discute en cotant en grade, ça veut rien dire. Parce qu'une ACFA grade 3, c'est être en réa cardiologique avec de l'oxygène dans le pif. Donc évidemment, les patients, ils sont tous en grade 1-2. Et c'est ça le problème de l'ACFA, c'est le problème du risque emboligène en fait. Il y a des patients qui sont en FA chronique sans faire de poussée. Ceux-là, sous ibrutinib, ils n'ont pas plus de poussée. Ils vivent leur vie en fibrillation, mais sans être, ou en flux d'air, et sans être forcément beaucoup plus mal qu'avant. Et donc, en fait, s'il faut freiner ces gens, c'est vrai qu'on tend à éviter la cordarone parce que c'est un médicament qui interagit avec l'ibrutinib et qui multiplie par 2,7 la concentration d'ibrutinib. Ceci dit, l'ibrutinib se fait éliminer tellement rapidement et est tellement à des niveaux faibles dans le sang que faible multiplié par 2,7, ça fait pas un taux incroyablement toxique. Hein. Donc bon, c'est pas. Moi, je n'interdis pas la cordarone ni le posaconazole, contrairement à ce qu'a dit le docteur Kakenel en fin de session tout à l'heure, en cas d'interaction médicamenteuse. Mais c'est vrai que c'est mieux de doser les médocs hein, quand même.
Alors donc, ce qu'il y a de bien, c'est bêta-bloquant. Et c'est vrai que le bisoprolol, c'est bien toléré, à petite dose. Ça contrôle l'hypertension artérielle en plus, donc c'est un petit point positif. Voilà. Et si le malade, évidemment, à l'échographie cardiaque, n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque, vous savez qu'il ne faut pas mettre de bêta-bloquant à des mecs qui ont une insuffisance cardiaque. Hein. Mais bon, le but, c'est d'avoir un coup de fil avec le cardiologue et de gérer ça entre gens de bonne compagnie. Voilà. Okay. Ben, merci beaucoup pour cette réponse. Patient par patient. Ouais. Ok. Et ben, nous n'avons plus de questions, donc je tenais à vous remercier d'avoir fait ces deux topos. Et donc, on a fait un pic autour de 55 participants. Et donc, merci beaucoup pour ces présentations. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je rappelle que l'AIH remercie ses partenaires qui permettent de réaliser ces soirées. Si vous avez des questions, des idées pour des prochains webinaires, et comme je vous le disais en début de formation, les futurs cours de DES, il y en aura en partie en présentiel et en partie sous ce forme de webinaire. Il ne faut pas hésiter à nous proposer des thèmes pour qu'on puisse les proposer aux coordinateurs de DES. Et je vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez dire un dernier mot, vous êtes libre. Vous allez faire un beau métier. Bah quoi, il faut stimuler. Il faut stimuler. On est totalement d'accord. Ça donne on a vendu le nom. Ah bah ça a vendu, hein, ça a vendu du rêve. Une bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.